Non, je voulais vraiment qu'on discute parce que franchement, ton métier est pas assez mis en avant, tu vois. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de trucs sur le MMA, sur la boxe, etc. On parle beaucoup des combattants, des dramas qu'il y a autour. Mais ton métier est important, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais aussi en parler. T'as pas fait du cinéma ou quelque chose comme Si, si, ça? si. Si, si, non, voilà, audiovisuel, oui, j'ai fait beaucoup de choses. Mais après, ça dépend là où tu veux commencer, parce que... Bon, on commence par ce dont je voulais qu'on parle principalement. Donc, toi, ton parcours dans les arts martiaux, comment est-ce que t'as commencé la boxe, etc. Alors, les arts martiaux, moi, ça a commencé quand même assez tard. Moi, les arts martiaux, je les ai commencés, on va dire, quand j'ai fait mes premiers pas en Thaïlande. Moi, je suis arrivé en Thaïlande, en fait, en voyage organisé avec mon père, il y a de ça 24 ans. C'était en 2001. Et du coup, mon père, il m'a proposé un voyage en Thaïlande pour des vacances. Je suis parti là-bas et donc on a fait 15 jours en voyage. Mhm. On a fait Bangkok, Chiang Mai et Hua Hin. Et on a du coup, voilà, on est allé voir des matchs de boxe. Et écoute, sur le coup, j'ai vraiment accroché avec le sport. Et du coup, on est rentré en France. Et après, j'ai fait des petits allers-retours. Et c'est vraiment, on va dire, quand je suis parti m'installer en Thaïlande que j'ai commencé la boxe thaïlandaise en 2004. Ok, t'es parti t'installer pour quelle raison? La raison principale, il y en a deux, c'est je suis vraiment tombé amoureux du pays, c'est-à-dire c'était vraiment pour moi un pays dans lequel je me sentais vraiment bien et je pense qu'il pourrait être bénéfique pour moi au niveau du stress, au niveau de l'hyperactivité, toutes ces choses-là. Et je pense que dans ma vie, j'avais besoin un petit peu voilà, de trouver un endroit qui me permettait un petit peu de me canaliser et de m'apaiser, quoi. Ok, donc si on récapitule, là aujourd'hui t'es arbitre, t'es aussi pompier. Oui. À ce moment-là, t'étais déjà pompier et arbitre ou t'en étais où dans ta vie? Alors moi, j'ai fait pompier de 1999 à 2004. Ouais. Donc en 2004, après, je suis parti vivre en Thaïlande pendant 15 ans. Je suis rentré du coup vivre en France en 2019, donc 15 ans après. Et là, j'ai repassé toutes mes formations pompiers et là, je suis de nouveau pompier depuis 2 ans. Ok, et l'arbitre. Volontaire. Ok. Et l'arbitrage, ça s'est déclenché en Thaïlande, ça? Alors, l'arbitrage, ça a commencé, c'est un ami à moi qui faisait arbitre pour des combats de MMA amateurs à Bangkok en 2011. Une petite organisation qui faisait des combats amateurs de MMA. Et du coup, il m'a proposé de venir voir parce qu'il savait que j'étais à fond dedans. Et du coup, je suis allé voir vu que je m'intéressais beaucoup et je me suis toujours en fait intéressé à l'arbitrage du fait est que je voulais toujours savoir pourquoi, surtout en MMA, un arbitre avait décidé d'arrêter en fait un combattant à ce moment-là et pourquoi pas un autre. Et du coup, ils m'ont proposé, écoute, de monter sur le ring et de faire arbitre et moi personnellement j'ai accroché et ça s'est très bien passé. Donc du coup, voilà, à partir de là, j'ai fait que monter. Je suis passé d'organisation en organisation. Et il y avait un décalage à ce moment-là entre l'arbitrage dans le MMA et dans la boxe, parce que je sais qu'en Muay Thai, les arbitres sont très 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 carrés, tu vois. Dans le MMA, je sais pas à quoi ça ressemblait en 2011 justement en Thaïlande. Nous, après, c'est vrai que le MMA, c'était quand même, on va dire, un nouveau sport, hein. C'était un nouveau sport. Donc, du coup, je pense qu'il y avait des arbitres qui avaient plus d'expérience que moi, parce que moi, je venais de débuter. Mais en même temps, c'était pas une grosse expérience non plus. Donc, du coup, ça s'est fait un petit peu sur le tas. C'est pour ça que moi, je suis honnête, j'ai jamais passé, on va dire, de formation d'arbitre avant de commencer ma carrière. Hmm. Et ça t'aidait, je pense, le parcours de pompier, non? Alors pour le parcours de pompier, j'ai dit que ça m'avait beaucoup aidé dans le sens où pour moi euh, la lecture, les yeux et je dis beaucoup en fait les yeux peuvent dire énormément de choses. Et surtout dans les sports de combat, je sais que si on arrive à se focaliser là-dessus et si on arrive un petit peu à lire un petit peu tout ça, l'expression, on peut vraiment arriver à savoir si, on va dire, le combattant, il est sur la résilience, il sent qu'il a plus aucune chance et puis voilà,
il a plus rien à donner, donc là on peut définitivement l'arrêter. Ou si alors, si vraiment c'est juste, on va dire voilà des douleurs plus physiques que mentales, c'est-à-dire que le mental il est plus là et donc là il y a plus rien à faire. Ou si alors c'est plutôt de la douleur physique, et c'est-à-dire qu'il peut continuer, mais il va avoir un temps limite quoi. Il va supporter la douleur, mais au bout d'un moment il faudra l'arrêter. Savoir si voilà un combattant est vraiment encore dedans, ou il s'est pris trop de coups et on sent qu'il est plus là. Enfin bon voilà, c'est vrai que les pompiers à ce niveau-là, ça m'a quand même beaucoup aidé quoi, pour la lecture en fait. Ouais, ouais, ouais. Tu te souviens du premier combat que t'as arbitré du coup? Alors le premier combat en MMA, ça va être très dur parce que j'avais commencé en fait pour une organisation qui s'appelait Naxu, et en fait ils organisaient des tournois de combats amateurs de MMA, et du coup il y avait on va dire 40-50 combats dans la journée. On était plusieurs arbitres bien évidemment, mais pour me rappeler exactement très dur. Après pour moi en Muay Thai par contre mon premier combat en tant qu'arbitre de Muay Thai c'était Sam E. Donc du coup, ça c'est quelque chose que je me rappelle bien évidemment. Ouais. C'était une grosse différence avec le MMA? Bah, déjà le MMA, comme je disais, le MMA à l'époque, c'était les combats amateurs, pas trop d'expérience. On sentait que voilà, ils essayaient de comprendre un petit peu tout ce qu'ils essayaient de faire dans le ring, alors que dans le ring, oui, parce que c'était les combats de MMA étaient dans le ring. Mais en Muay Thai, on a commencé quand même, j'ai commencé mon arbitrage avec des combattants qui avaient énormément d'expérience. Hmm. Donc du coup, de faire arbitre avec des combattants qui ont beaucoup d'expérience, on va dire que c'est beaucoup plus facile parce que voilà, il y a une lecture qui est beaucoup plus facile que quand les gars démarrent. Voilà, ils se lancent un peu dans des choses un petit peu bizarres, donc on peut se retrouver un peu avec des situations un petit peu loufoques. Donc voilà, je préfère arbitrer bien évidemment, et je me sens plus à l'aise à arbitrer justement des gros combats pour des grosses ceintures, parce que je sais que ça va être quasiment la plupart du temps très propre, très calculé, voilà. Mais t'avais pas la pression du coup? Parce que si t'as commencé directement par des gros noms, tu vois, je sais pas, le fait de pas avoir trop de formation dans l'arbitrage, comment est-ce que t'as géré ça, toi? Moi, j'ai toujours, en fait, même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une énorme pression, en fait, parce que c'est vrai que plus le temps passe et plus les combats sont de plus en plus, on va dire, attendus. Hmm. Donc, du coup, j'ai énormément de pression. Après, moi, j'ai toujours aimé travailler sous la pression, parce que ça, c'est toujours me donner, et c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie, me donner des challenges, et c'est ça un petit peu qui me fait vivre en fait. Moi, la simplicité et les choses où je sens que je vais les faire et ça va être une routine, et il y a rien vraiment qui me challenge quoi. Je trouve pas ça excitant, et je sais pas ce que je recherche. Donc voilà, j'ai toujours et je le suis toujours très voilà très sous tension, très stressé, mais voilà, ça me permet d'être focus et de travailler sur moi, et je trouve ça super. Donc non, j'ai jamais eu peur de rien. Tu la, tu la, tu la gères comment cette pression, toi? Je sais pas, tu fais des exercices, etc. Alors la pression, voilà, ben, c'est vraiment bizarre que tu me dis ça, parce que enfin voilà, on m'a fait un petit commentaire là sur les réseaux comme quoi avant les combats, voilà, je courais dans la cage, je faisais des étirements, des choses comme ça. Ouais. Donc le commentaire était plus basé sur le fait est que il pensait que j'essayais d'attirer l'attention sur moi plutôt que sur les combattants, en fait que c'était moi la star. Et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que j'ai, on va dire, un stress incroyable avant chaque combat, parce que voilà, c'est des combats super attendus. Le résultat, voilà, ça peut se jouer voilà, à un comptage qui aurait pas dû avoir lieu et qui peut changer toute la donne, quoi. Et là, bien évidemment, bah, c'est moi qui tous les regards et toutes les critiques vont être sur moi. Donc du coup, j'essaie voilà des étirements, essayer un petit peu de faire le vide, me relaxer, voilà, sauter un petit peu, courir un petit peu dans le ring, et voilà, c'est ce que j'utilise un petit peu avant chaque combat pour pouvoir me relaxer en fait.
Tu fais des exercices de respiration, de la méditation et tout, avant le... J'en ai eu fait. Après, je fais beaucoup d'entraînement. C'est-à-dire que mon corps, il est souvent très détendu parce que je m'entraîne énormément. Donc, du coup, je suis toujours voilà, très détendu. Je fais des bonnes sessions de sommeil qui sont très importantes parce que je me fatigue en fait exprès pour éviter justement d'avoir des mauvaises nuits. Parce que c'est très important avant chaque événement. Donc voilà, je me dépense beaucoup et je fais beaucoup de cardio parce que je fais du triathlon, je fais du crossfit. Donc du coup, voilà, je suis toujours très très relax et ça m'aide pour le mental en fait. Tu fais plus de boxe aujourd'hui? Non, je fais beaucoup. En fait, j'ai fait beaucoup de boxe pendant 5 ans quand j'étais en Thaïlande, à Bangkok surtout. Et après, j'ai Tu été t'entraînais dans quel manager. camp? Tu t'entraînais où? Moi, je me suis entraîné en fait à Luc Banyai. Luc Banyai, c'est un camp qui était, et je suis très content en fait d'avoir fait mes débuts là-bas. C'est un camp qui a été élu camp numéro un en Thaïlande en 2005 et 2006. Et moi, j'y étais pendant cette période. Donc, on avait que des champions du Lumpini, du Raja, de Channel 7. J'ai fait mes débuts là-bas, donc j'ai eu, on va dire, de très très bonnes bases, qui n'a pas fait de moi un très bon combattant, mais qui m'a permis par la suite, en fait, de faire manager et entraîneur dans différents camps en Thaïlande. Et ça, c'est vrai que ça a été un plus pour moi, pour ma carrière, on va dire, plus d'entraîneur que de combattant, parce que j'ai commencé très tard en fait, et aussi d'arbitre. Ok. Et donc, ouais, aujourd'hui, tu t'entraînes plus en crossfit, comme tu disais. Ouais, un peu plus recentré en fait sur moi, parce qu'en fait, quand j'étais entraîneur, c'était beaucoup par rapport aux autres, énormément d'ailleurs, même si je faisais du sparring, du clinch avec eux, mais là, un peu plus, ouais, sur moi en fait, recentré sur moi, et plutôt pour mes objectifs personnels. Parce qu'avant, en fait, j'entraînais beaucoup d'étrangers qui venaient passer un séjour en Thaïlande pour faire des combats ou leur premier combat. Donc, c'était beaucoup par rapport aux autres, en fait. Hmm, ok, ah, c'est intéressant. Et donc, ok. Et alors, donc tes premiers combats, c'était de Muay Thai. T'as fait des organisations type Channel 7 dont tu parlais, le Lumpini, non? Non. J'ai commencé directement avec le One. Donc, du coup, avec de très grands boxeurs. Et j'ai trouvé ça, bien évidemment, hyper stressant, mais c'est quelque chose que je voulais, en fait, depuis très longtemps, en fait, tout simplement. Je savais que c'était inaccessible, et grâce au One, ça l'a été, et on voit bien maintenant, ils n'utilisent plus que pour le kickboxing et le Muay Thai. Donc Hmm, voilà, c'était vraiment fait pour moi, en fait. ouais. T'as pas connu du coup la pression supplémentaire des parieurs? C'est ça que tu recherches, hein, la pression, hein, Bah, ça m'intéresse en fait, parce que moi je t'ai vu en fait arbitrer Ok. à Euh, Bangkok. Et c'est dingue, alors, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais quand t'es focus, tu vois, dans un combat, c'est... Il y a plein de sujets qui m'intéressent par rapport à ça, mais justement, ce fait de... Ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans votre bulle, en fait, toi et les combattants. Ah ben complètement. En fait, les gens ils se rendent pas compte. J'ai même pas le temps de me dire lui c'est un champion, lui il est comme ci, il est comme ça. Non, j'ai vraiment deux personnes neutres, enfin des personnes. Enfin, je suis on me pose souvent posé la question, mais tu vois qui gagner, t'aurais voilà, tu penses qui c'est qui va gagner ou non. En fait, moi j'ai vraiment deux personnes ou même la pression de me dire je vais arbitrer Tawanchai super bonne ou j'en sais rien ou Rotang ou j'en sais rien. Non, moi j'ai vraiment deux personnes qui vont appliquer en fait toutes les techniques et tout ce qu'ils ont appris dans leur camp de boxe. Ils vont le mettre en pratique. Et moi, je suis juste là pour faire attention qu'il n'y ait pas de faute commise et pour bien évidemment arrêter ou compter au bon moment en fait. Donc voilà, moi il y a personne me dire c'est Tawanchai ou c'est super bonne ou voilà, non pas du tout. Ouais, donc les parieurs, bah, même si tu les as pas vus, Non, les ça... parieurs, de toute façon, nous au One, il n'y a pas de paris à l'intérieur du stadium, Hmm. donc du coup ça change pas grand-chose. Encore une fois, moi une fois que le combat commence, en fait, tout ça je l'ai déjà oublié en fait. Donc j'ai pas de pression vraiment pendant le combat de ce genre de choses-là parce que j'y pense pas en fait. J'y pense pas et je me dis pas non, j'y pense pas en fait. Ok. Moi, c'est surtout en fait pas par rapport aux parieurs, pas par rapport à qui que ce soit. Moi, c'est surtout par rapport en fait
aux combattants de me dire, voilà, ils ont tout mis en œuvre pour ce combat-là, des heures et des heures et des heures d'entraînement, des heures passées voilà, s'entraîner, à ne pas être avec leur famille ou être avec des collègues ou j'en sais rien. Et voilà, par contre, j'ai l'impression de me dire, j'espère que j'ai pas fait une erreur et de bousiller leur travail. Hmm. Tu parles aux combattants avant les entraînements, avant les Oui, combats? oui. Ben, moi, je suis quelqu'un de très, moi, je suis quelqu'un de très friendly, c'est-à-dire je suis toujours là à déconner, à parler avec tout le monde. Donc, c'est vrai que tous les combattants, ils m'aiment bien, quoi. Donc, j'ai une très bonne relation avec tous les combattants. Et d'ailleurs, ils sont super contents quand c'est moi qui les arbitre parce que voilà, pas pour se dire que je vais les avantager, mais ils me font confiance. Ils m'aiment bien en tant que personne aussi, pas juste en tant qu'arbitre. Donc, voilà, c'est un tout. Et non, je trouve ça génial. Hmm. Et il y en a un avec qui tu t'es dit, ouais, avec lui ça va être plus difficile qu'avec les autres Oui, de... oui, oui, non, il y en a avec qui. Après, il est arrivé peut-être des combats où ils ont un peu de rancor avec moi, se dire ah là, t'aurais pu faire quelque chose d'autre. Et du coup, voilà, moi après j'ai mon sixième sens qui marche très très bien. Et après, je peux le sentir quand voilà, s'il n'y a pas d'accroche personnelle, je fais mon boulot en tant qu'arbitre, c'est la seule relation qu'on aura. Et puis voilà, terminé. Bon, il y a pas de souci. Après, de loin, je serai je vais créer un lien d'amitié fort avec un combattant. Non, justement, je ne veux pas faire ça parce que à ce moment-là, je me dirais, mais non, mais ce gars-là, je peux plus arbitrer, c'est plus possible, quoi. Mais non, je me le permets pas. Mais on peut très bien discuter. Je vois pas où est le problème, quoi. Voilà. Ouais. C'est quoi pour toi le plus beau combat que t'aies fait dans ta carrière en tant qu'arbitre? Ben, j'en ai plusieurs, quoi. C'est ça le problème. Alors tes combats références, vas-y, dis-moi. Ben, le problème que j'ai, c'est que voilà, je suis honnêtement, hein, je suis toujours en charge généralement des grosses têtes d'affiche. Donc du coup, bien évidemment, il y a plein de combats, mais c'est vrai que j'ai eu Samapet contre Nong Ho a été pour moi l'un des combats les plus violents et des plus ils sont donnés tout le long. Il y a eu des knockdowns sans arrêt, c'était incroyable. Non haut ça m'appelle, ouais, ça a été vraiment un combat pour moi incroyable, quoi. Tawan Chai super bonne, sur celui-là, bon, là on a vu quand même qu'il y avait une différence, quand même là, la première peut-être pas, mais là celui-là on a vraiment vu qu'il y avait clairement une différence, donc un petit peu moins. Euh, Superlek qui était dans le mal avec Takeru et qui a arrivé après une fleurie à s'en sortir et à gagner son combat. Voilà, après j'ai eu Superbonne qui a mis un KO à Petrosian. Voilà, il y en a plein, quoi. Il y en a Hmm. plein. T'avais aussi Rod Tang contre Demetrius Johnson. Ouais, Et ça, c'est ah, intéressant ça, celui-là. voilà, encore une fois, encore un autre. Mais celui-là, il Là, était en ça sort un trois. peu du Muay Thai, mais il y avait. Ouais. Il est intéressant celui-là parce qu'il est en trois parties en fait. Trois Oui, parties d'arbitrage. oui, alors. Premier round, c'était quoi? C'était Muay Thai. Non, non, c'était Muay Thai et il y avait, je crois bien qu'il y avait 4 rounds ou un truc comme ça, ou 3 rounds, ou alors c'était MMA Muay Thai, MMA Muay Thai. Donc ils avaient en fait 50% de chance, quoi. Un côté c'était Muay Thai, l'autre côté c'était MMA pour leur donner la même chance. Mais bien évidemment, je fais jamais statistique, enfin, j'essaie jamais de me dire, parce que j'ai pas envie d'avoir surpris, de me dire, non, mais là, il va clairement gagner. Et à la sortie, c'est là qui chope un KO, et moi, je peux être un peu perdu, donc c'est pour ça que je fais jamais ça. Mais c'est vrai qu'on savait très bien, Dimitri Johnson, c'est le GOAT en MMA, en soumission. Ça aurait été très dur pour autant que de sortir de ce round sans se faire soumettre, ou c'était quasiment impossible, quoi. Hmm. Ça te change quelque chose, toi, le fait que ça soit dans une cage par rapport au fait que ça soit dans un ring au niveau de l'arbitrage? Non, après, nous, non, non, il y a beaucoup de travail qui se fait dans le clinch, dans les cordes, mais qui ne se ferait pas dans la cage, par exemple. Donc ça, moi, c'est ce côté un petit peu là que, voilà. Après ça, justement, ils ont pas envie d'être près de la cage pour éviter de mettre des middle dans le grillage. Donc du coup, ils essayent toujours de travailler un peu plus dans le centre. Du coup, on retrouve un petit peu moins des choses qu'on retrouvait dans le ring. Mais non, je pense pas que ça change quoi que ce soit, honnêtement, hein, je pense pas. Ok. Et donc toi, là, si on rentre un peu dans le technique, tu vois, dans les combats, comment
comment est-ce que tu te positionnes par rapport au... Ça, j'ai pas forcément trop analysé, mais comment est-ce que tu te positionnes par rapport aux combattants? Au niveau de la distance, au niveau de la position, parce que c'est vrai que tu bouges constamment en tant qu'arbitre. C'est quoi un peu les bases, tu vois, de l'arbitrage pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur la situation? Après, s'ils ont un même, moi, ce que je fais généralement, c'est que j'essaye toujours de travailler en triangle. C'est pour ça que moi, je bosse énormément. J'essaye de jamais me retrouver derrière un combattant. Parce que le problème est que si je me retrouve derrière un combattant, qu'à ce moment-là, il y a un coup qui est parti, je peux être aveuglé du coup par la tête du fait que je sois derrière et justement avoir une mauvaise appréciation. Donc du coup, toujours travailler en triangle. Et aussi, quand ils ont en fait une garde opposée, se mettre à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est-à-dire que s'il y a un Southpaw et un orthodoxe qui se combattent, toujours être dans le côté où ils sont ouverts à nous. Donc ça nous permet en fait de voir toutes les fautes qu'il pourrait y avoir et plus particulièrement toutes les fautes intérieures de jambes. Si je suis de l'autre côté, je le verrai pas. Alors que là, je pourrais le voir. Donc je reste toujours dans ce côté-là quand il y a des oppositions au niveau de la garde. Mais sinon, aussi ce que je fais, c'est que quand je vois quelqu'un qui est touché et qui a un problème, du coup, je me mets face à lui. Donc là, et dans son côté de jambe forte. C'est-à-dire que s'il est gaucher, je vais me mettre de son côté gauche, du coup il est tourné côté gauche, et du coup là je vais avoir un visuel sur sa tête. C'est-à-dire que je vais pouvoir en fait réagir plus rapidement. Parce que si je suis de l'autre côté, je vais peut-être pas voir ses expressions et savoir un petit peu où il en est de son état mental. Donc voilà. C'est super intéressant. Tes yeux, du coup, ils sont focalisés sur quoi? Tu regardes quoi? Ben là, moi, je suis surtout focalisé là, sur son regard et savoir un petit peu s'il y a des coups qui sont pris à la jambe, à la tête, sa réaction. Il y en a qui sont très forts, poker face, on dit, et ils ne montrent rien. Ouais. Et il y en a qui vont montrer beaucoup de choses. Donc après, voilà, bien évidemment, il y a le regard, mais il y a aussi, voilà, les jambes. Si ben, on voit que, voilà, clairement, il a des problèmes de stabilité, s'il boite, enfin, moi, toutes ces choses-là. Donc, je vais me focaliser beaucoup là-dessus. Là, on a vu la dernière fois, il y a un combattant qui s'est fait casser la jambe. Voilà, on avait clairement vu que il commençait à avoir de sérieux problèmes. Et puis au bout d'un moment, ça a cassé. Je pensais pas que ça aurait cassé, honnêtement. Je pensais qu'il allait avoir des problèmes, c'est-à-dire j'allais le compter au sol, parce que généralement, quand on met un low kick et que la personne tombe, on va pas faire un compte. Mais quand on voit que ça a créé quand même des dommages, là, on part sur des comptes. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais par contre, j'avais pas vu que la jambe était cassée, quoi. Après, il me l'a dit, là, je crois bien que j'ai un gros problème. J'ai regardé, elle était cassée. Et là, j'ai dit, c'est bon, c'est fini, quoi. Toi, tu perçois ça comme un échec quand le combattant se blesse? Est-ce que c'est une blessure qui avait avant le combat ou c'est une blessure qui s'est fait pendant le combat? Si c'est une blessure qui s'est fait pendant le combat, c'est pas un échec. Si c'est fait une blessure qui était avant le combat, c'est un échec parce que voilà, il y est allé avec un point faible, quoi. Donc c'est quelque part un échec. Après, si c'est une blessure qui a été faite pendant le combat, eh ben son adversaire a bien fait les choses et voilà, tout simplement. Après, on essaye, hein. On voit bien Prashanchai, il a mis un coup de coude, il a fait une ouverture et il a essayé d'agrandir l'ouverture. Il y est arrivé, terminé, quoi. Des fois, il faut pas. Des fois, les petites choses, on voit bien, il a été très technique avec ses coudes et il essayait d'aller atteindre, et c'est très dur, d'atteindre ce niveau-là pour pouvoir mettre un coup de coude et agrandir l'ouverture. Et il a fait proprement. Et puis voilà, il n'avait pas à finir ses 5 rounds, combat terminé, il s'est quasiment pas fait mal. Un bonus à 100 000 à 100 000 dollars, nickel. Ouais. Voilà. Il y a des sports où je sais pas si c'est de MMA ou si c'est d'autres sports, mais j'ai déjà vu dans des organisations que les arbitres avec des lunettes, genre pour analyser le combat, je sais pas, ou des Non, oreillettes, tu les vois. lunettes, généralement, c'est des lunettes avec une caméra intégrée. Et en fait, c'est pour avoir juste, Ouais. pour le spectateur, enfin pour la personne qui regarde les combats à la télé, d'avoir un angle différent du combat. Voilà. POV. Genre. Oui, POV, ouais, non, mais on l'avait eu une fois, mais ils ont jamais trouvé vraiment de matériel qui était vraiment. Là, ils l'ont fait au PFL, je crois, mais Hmm. là, on le voit plus trop. Ouais. Moi, je l'avais fait une fois, mais alors j'avais une batterie énorme devant moi, un truc derrière énorme. Enfin, c'était super inconfortable pour moi, donc voilà, c'était pas top. Mais c'est pas pratique, ouais. Non, non, non. Et au niveau de l'analyse, je sais pas, est-ce que
Où est-ce que ça en est ça aujourd'hui? J'imagine que tu dois être renseigné là-dessus. Il y a des outils technologiques qui permettent d'analyser davantage ou mieux pendant les combats? D'analyser quoi? La situation, te Non, donner technologique, ça sera toujours à l'appréciation de l'arbitre. Technologique, ça sera toujours à l'appréciation de l'arbitre. Je pense pas qu'on puisse trouver quelque chose de technologique qui pourrait nous aider pendant le combat, c'est impossible. Ok, ok, ok. C'est impossible. Et ok. Et alors au niveau donc du coup tu parlais du one. Le one, ça, ils ont introduit quelque chose qui est fort, tu vois, dans le Muay Thai, enfin qui est fort dans l'acte, c'est les mitaines. Mhm. Toi, en tant qu'arbitre, tu trouves ça plus compliqué d'analyser des combats de Muay Thai avec des mitaines ou ça change rien? D'analyser, non. Par contre, il faut qu'on soit. D'arbitrer, je voulais dire, excuse-moi. Ouais, ouais, non, mais pour nous, il faut qu'on soit super attentif parce que ça crée énormément de dommages, quoi. C'est-à-dire que on peut laisser un combattant avec un peu plus de chance, lui donner un peu plus de chance avec des gros gants, je pense. Mais avec les petits, c'est très dur de. Après les combats, on voit bien avec Superbone, on est sur une grosse ceinture, on voulait absolument avoir une décision propre et se dire voilà, Tawanshai était clairement au-dessus. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai bien fait de le laisser continuer alors que j'aurais pu l'arrêter au premier knockdown? Mais bon, il s'est relevé, voilà. Mais nous, il faut qu'on fasse un peu plus attention qu'on soit avec les petits gants, quoi. Parce que, euh, parce que en fait, en Muay Thai, ils ont une vraie technique de pied-point euh, et surtout de points. Ils ont une technique incroyable. Alors qu'en MMA, c'est un peu plus, voilà, ça part de très loin, c'est vachement, voilà. Alors que là, c'est la technique, elle est propre et c'est vraiment pour faire mal, 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 quoi. Ouais. Donc du coup, avec des petits gants, c'est vachement dangereux, quoi. Vachement dangereux et on voit, c'est du spectacle, hein. C'est du spectacle incroyable qu'on a avec le One. Mais c'est vrai que pour les combattants, ouais, c'est très dur. Moi, je trouve limite que leur boxe anglaise aux combattants, assez. Bon, après, j'ai pas beaucoup vu de combats de Muay Et, Thai avec des gants à l'époque, mais j'ai l'impression que ça a évolué d'une manière, l'anglaise du Muay Thai. Mais oui, bien sûr, mais ils le savent de toute façon maintenant. Ils le savent, hein. Ils savent très bien que les combats avec des petits gants, ils peuvent se terminer très rapidement. Donc maintenant, le problème qu'il y a, c'est les fimeux. Les fimeux, c'est-à-dire ceux qui sont techniques, ont du coup moins de chances contre les gars qui seront tout simplement moins mat, c'est-à-dire qu'ils vont compter que sur leurs points. Parce que ils savent qu'ils peuvent faire des dégâts impressionnants et ils ont plus besoin d'aller sur du technique. Parce qu'avec des gros gants, on peut s'en prendre des patates. Avec des petits gants, c'est pas pareil. Comment est-ce que tu arrêtes un combat sans te prendre des coups dans la tronche quand. Ouais, récemment, je sais pas, mais j'ai pris pas mal de coups, mais c'est toujours, voilà, moi j'essaie toujours d'intervenir. Je préfère autant prendre un coup moi que d'être en retard et qu'il y a un combattant qui se prenne un coup et que le temps il est terminé et qu'il tombe KO et que je sois là un peu paniqué de me dire est-ce que c'était avant, est-ce que c'était après. Voilà, je fonce dedans et puis après on verra bien comment ça se Ouais. passe. Bah, il y a une fois où je sais plus, il y a un combattant qui t'avait fait une clé ou quelque chose comme ça avec les genoux. Ouais, bah ça, je pense que c'est bon maintenant. Le monde entier en a parlé, donc voilà. Ouais, écoute, il avait pris une grosse, grosse, grosse patate. Ouais. Quelque chose que je ne me suis jamais exprimé sur les réseaux en fait. Mais il avait pris une très grosse patate et en fait tout le monde s'est dit peut-être un combat prématuré, arrêté prématurément. Mais il faut se dire que on peut, voilà, être en traumatique. Enfin, je veux dire, il avait ma chaussure dans sa tête. Il avait bien compris que c'était pas euh, son adversaire. Donc voilà, ces automatismes qui se font, on est conscient mais à la fois inconscient en fait. On part en auto, c'est des choses qu'on a appris et répétées. Et du coup, on parle là-dessus et on le voit. Il y a certains combattants qui finissent des combats et qui disent, bah, écoute, je suis désolé, mais le round 2 et 3 je me rappelle plus quoi. Je me rappelle plus. C'est-à-dire qu'ils ont combattu sans vraiment savoir, ils étaient vraiment conscients de se dire je suis en train de combattre en fait. Donc lui c'était un petit peu la même chose. Il s'est excusé et quand il est rentré, et ça personne ne le sait, mais quand il est rentré dans son vestiaire, il s'est assis, il a commencé à vomir.
il a commencé à, et ça, c'est des signes de trauma, de gros trauma. Du coup, il l'a amené à l'hôpital après. Donc, les gens qui me disaient, c'est pour ça que je me suis pas exprimé sur les réseaux, mais les gens qui disaient que c'était un combat prématuré, voilà. Hmm. Ouais. Bah oui, oui, c'est clair. En fait, les gens n'ont pas tous les éléments. Toi, tu vas toujours voir les combattants après les combats aussi? C'est pas que avant? Alors, les combats, bien évidemment, où moi, je me dis, ah, j'aurais pu le laisser un petit peu plus, ou, mais le laisser un petit peu plus, pourquoi? C'est toujours pareil. Mais généralement, non, en ce moment, je suis très content de moi. Donc, non, je vais les voir. Non, quand j'ai rien à leur dire et que tous ces. Non, je vais pas les voir. Parce que ils ont autre chose à faire aussi. Ils ont la défaite, la victoire, fêter ça, ou alors ou être dans leur coin et envie d'être seul, quoi. Parce que des fois, c'est vrai que c'est. Mais je le fais généralement juste après le combat. On est encore sur le ring. Je leur dis bien joué. Je leur dis, écoute, c'est pas grave, Hmm. on va te revoir. Et puis voilà, t'inquiète. Ça leur fait toujours plaisir que de savoir que l'arbitre aussi, ben, il est là pour arbitrer, mais il fait partie du combat, quoi. Donc du coup, le petit mot qui va leur faire plaisir aussi. Hmm. Et alors, du coup, tu disais que là, en ce moment, tu étais content de tous les combats que tu as arbitrés. Tu fais combien de dates à peu près par mois ou par an? Ça se passe comment? Et ben là, l'année dernière, c'était une par mois, Ouais. plus le One Friday Night. Donc je dois être l'année dernière à 24. Et là, du coup, on a trois dates en plus. Je vais être à 27 événements, je pense, un truc comme ça, quoi. Ok. Et c'est. 27 événements, 5 combats par événement. Ouais, 130 combats par an, un truc comme ça, quoi. Ok, putain. Et c'est principalement. Tu considères que c'est toujours ton métier principal ou du coup tu. Oui, 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 oui. Oui, il n'y a rien qui... tout gravite autour de ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que... voilà, mais avec le bar et les pompiers, tout, je m'adapte par rapport au One, en fait. C'est pas le reste qui s'adapte au One, c'est je m'adapte avec le One pour mes dates, en fait. Donc non, c'est vraiment mon métier principal, c'est arbitre. Parce que là, du coup, t'es basé en France? Ouais. Ouais. Tes dates sont principalement à Bangkok ou tu bouges un peu ailleurs? Là, donc du coup, on a 2 dates qui arrivent. Hmm. La semaine prochaine, voilà, je vais au Qatar. Donc Ok, on a un événement au Qatar Doha. Et mars, c'est Japon. ok. Comment tu Après, gères il y a Denver, ouais. je pense qu'on va y retourner aux États-Unis. Et il y a d'autres dates. Alors que moi, ça fait 13 ans que je bosse avec le One. Et à l'époque, tous les mois, on changeait de pays. Tous les mois. Donc on a fait Malaisie, Singapour, Thaïlande, Cambodge, la Birmanie, Indonésie, Japon, Philippines, Chine et Dubaï. Ok. Et là, et à chaque fois, tous les mois, on changeait de pays, en fait, autour de ces pays-là. Et les États-Unis, ça s'est développé par la suite. Ouais, ça s'est plus développé par la suite. Ouais. Tu vois une différence culturelle entre dans le public par rapport à l'arbitre? Parce que tu sais, en France, on a ce truc des fois de. Bah là, il y a eu. Je sais plus, il y a un an, plus d'un an, avec. Avec Doumbé Baki, le Marc Godard qui s'est fait un peu attaquer par une certaine partie du public. Ouais. Je sais pas, est-ce que ça a lieu ça auprès du public asiatique ou pas tant que ça? Ils sont plus respectueux? Non, ils sont très respectueux à ce niveau-là. Euh, T'as vu une différence toi entre quand t'étais aux US et quand t'étais en Asie? Oui, eh ben, moi, en fait, de par ce que je vois sur les réseaux avec les personnes qui suivent le MMA ou le Muay Thai aux États-Unis, c'est vrai les Américains, c'est toujours plus, 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 quoi. Donc, ils sont toujours à fond dedans. Donc, ils ont vraiment aucune pitié avec tout ce qui est officiel, arbitre, président d'organisation. Voilà, ça y va, quoi. Alors que non, en Asie, il y a beaucoup plus de respect à ce niveau-là, quand même. Hmm. Il y a beaucoup plus de respect à ce niveau-là. Et puis bah, il te voit aussi comme un. Enfin, faut rappeler que t'es quand même une star à la bas, tu vois. Genre, t'as quand même une grosse communauté d'Asiatiques qui te suivent comme si Oui, t'étais un combattant, tu vois. C'est marrant ça aussi. ouais. Euh,
Mais moi, en fait, ça c'est mon caractère aussi, hein. Il y a beaucoup d'arbitres qui font leur boulot et voilà, alors que moi, c'est vrai que je suis vachement extroverti, quoi. Voilà, je vais voir les gens, voilà, je suis vachement avenant avec tout le monde. Après, j'ai mon petit côté un petit peu marrant à chaque fois que je suis dans le ring avec mon pote d'homme là. Il se passe toujours des trucs et je sais pas pourquoi. Il faut toujours qu'on nous filme en train de faire nos conneries. Enfin, nos conneries, voilà, c'est juste pour nous en fait. Voilà, quand on fait notre boulot, on le voit très bien quand je suis arbitre. Je rigole pas, quoi. Je veux dire, je suis hyper sérieux, mais en dehors de ça, c'est pour évacuer un petit peu tout ce stress, quoi. Après, j'ai vécu 15 ans en Thaïlande. Je parle très bien le thaïlandais. Donc du coup, j'ai une très grosse communauté en Thaïlande qui me suit et qui m'aime par rapport à ça aussi. Je parle la langue, voilà, j'ai accroché avec le pays, je suis très respectueux de tout, et ils le sentent et je suis près d'eux. Donc voilà, oui, non, ça me fait super plaisir, honnêtement, ça me fait super plaisir, quoi. Pourquoi t'as pas voulu rester en Thaïlande d'ailleurs? Ça, c'est une question que je me posais, que j'avais posée aussi à Cédric Gauthier qui tient, je sais pas si tu vois qui c'est, qui tient un camp sur Bangkok qui s'appelle Elite. Oui, oui, là, je le connais. Ah bah oui, c'est un très bon ami à moi. Ouais. Et je me demandais, tu sais, c'est compliqué parce que je voyage pas mal aussi en Thaïlande et la Thaïlande c'est un super pays d'accueil, j'ai l'impression, mais ça sera jamais non plus ton pays, je trouve. Il y a vraiment les Thaïlandais, ça restera les Thaïlandais et il y aura toujours les étrangers. Et je sais pas, toi, ça fait au bout de 15 ans, comment est-ce que tu... Ouais, mais ça, tu vois, je peux, excuse-moi, je vais juste recharger. Ouais. Ça, je peux les comprendre, tu vois, parce que en fait, le problème qu'il y a eu, en fait, c'est que il y a beaucoup, en fait, malheureusement, euh, il y a beaucoup eu de mauvaises images avec les étrangers. Hmm. Et malheureusement aussi, il y a beaucoup de Thaïs qui ont déteint un petit peu sur le mauvais côté des étrangers avec la langue, avec ces choses-là. Et ça me fait plaisir, quelque part, qu'il y ait, voilà, qu'ils essayent de garder un petit peu, voilà, leur côté à eux. Hmm. Et moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais toi, c'est pas Ça, pour ces honnêtement, ça me raisons-là dérange pas que... du tout. On sait très bien que c'est un pays incroyable, donc on puisse quand même la laisser. Et puis le problème qu'il y a, c'est que voilà, en Thaïlande, il y a pas de, on peut se dire qu'il n'y a pas de règles, il y a pas de, voilà, on est libre de faire ce qu'on veut. Et il y en a qui en abusent, malheureusement. Il y en a qui en abusent. Donc je peux comprendre que certains Thaïlandais en ont marre et ont une mauvaise image de nous. S'ils étaient tous pas comme moi, mais s'ils étaient tous respectueux et qu'ils savaient avoir des limites, je pense qu'ils pourraient être beaucoup plus ouverts. Hmm. Mais il y en a qui vont rester fermés parce que justement il y a de l'abus, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pas pour... Enfin, pourquoi est-ce que t'es revenu? Toi, c'est pas du tout par rapport à ça, c'est... Ah non, non, je suis revenu parce que je voulais deux choses. Mes parents, bien évidemment, ils prennent de l'âge. Mon père, il a 76 ans. Donc voilà, je voulais être proche d'eux euh, avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc passer un petit peu de temps avec eux parce que pendant 15 ans, je ne les avais pas vus. Hmm. Et je voulais aussi quand même que mes enfants aient une scolarité ici en France avant de prendre leur envol et de partir faire des choses dans leur vie qu'ils ont envie de faire. Hmm. Donc voilà, qu'ils aient une bonne base. Et puis quand ils voudront partir, retourner en Thaïlande, aussi bien ils pourront avec un bagage et scolaire. Et puis voilà. Ils parlent bien français, tes enfants? Ça va, ouais. Ouais, ça Ouais. y est, ça commence. Ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, moi à la maison, je leur parlais anglais, la maman thaïlandais, et ils apprenaient le français à l'école. Ouais, pour que qu'ils puissent garder les trois langues. Après, c'est une richesse incroyable, hein. Ben là, il parle les trois langues. Donc c'est vrai que c'est quand même bien. Ouais. Bon, là, ils me parlent français parce que ils sont fiers d'avoir appris une nouvelle langue, encore une fois. Donc je leur parle beaucoup plus en français maintenant qu'en anglais. Hmm. Mais des fois, on a des communications, on parle en thaïlandais, des fois on parle en anglais. Et bien sûr, moi, ce qui m'a manqué, c'était ça. Moi, je suis parti en Thaïlande en 2004. Je parlais pas quasiment pas l'anglais. Je suis arrivé tout seul. C'était très dur, très dur. Mais voilà, quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens et on peut tout réussir. Donc, voilà. Ouais. Et alors, du coup, là, par rapport à la Thaïlande de 2004, la boxe, tu trouves qu'elle a... L'âge d'or de la boxe est derrière, tu dirais, ou plutôt là, devant, il arrive? Pardon?
l'âge d'or du Muay Thai. Tu trouves qu'il est derrière? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça a changé, que c'est plus comme avant. C'est assez clivant, tu vois, ce sujet. Ah, mais on pourra pas changer le moi de l'époque. C'est pas possible. Hmm. C'est pas possible. Bah, qu'est-ce qu'il y avait de différent alors? Ben, moi, j'ai vécu dans des camps de boxe à l'époque. Et encore, c'était en 2004. C'était déjà, c'était déjà, ça faisait déjà assez tard. Mais j'étais quand même dans le bon temps où les combattants vivaient dans les camps. Voilà, il n'y avait aucune attraction possible. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hmm. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc du coup, les entraînements, tout ça, il y avait moins en fait de possibilités de faire d'autres choses que de penser moins, de vivre moins en fait. Donc moi, il y a du très bon mouet en ce moment, mais quand on repasse des combats du Lumpini de l'époque avec Sac Moncol et tout ça là, Hmm. c'était incroyable. Faut se dire, c'était incroyable. Maintenant aussi, on voit des chaos de fou, mais avant, on voyait des trucs, c'était incroyable, des combats d'anthologie quoi. Ramon Decker combat des étrangers, je veux dire, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais il y avait aussi ce style film qui était plus présent avant. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport au Muay Mat qui prend un peu plus le dessus sur ce style-là. Parce que les mitaines, principalement, est-ce que ça fait pas aussi changer le sport, tu vois, le fait que... Bien sûr que ça fait changer le sport, mais le truc qu'il y a, c'est que ça fait changer le sport dans le sens où on a beaucoup plus de chaos, mais ça c'est dû à quoi? C'est dû à la technique ou c'est dû au gants? Hmm. C'est dû aux gants. On est d'accord que s'il n'y avait pas ces gants-là, on verrait beaucoup moins de chaos et ça serait beaucoup moins spectaculaire si on avait les gants, on le voit très bien. Ouais. Donc du coup, à l'époque, mais c'est vrai qu'en fait, j'en reviens et c'est vrai que je me trompe un petit peu, mais c'est vrai qu'à l'époque, les gants étaient plus petits. Ouais. C'était du combien? Bah, je pense que c'était du 6. Ok. Et Ah maintenant, oui. c'est du 8. Et nous, c'est du 4. Ouais, Les donc gants de MMA, c'est c'est... du 4. Ouais. Donc, on n'en était pas loin. Mais ça restait quand même du 6. Donc, mais voilà, il y avait un gros travail. Après, ça reste super technique. Mais les nouveaux, on voit bien quand même, Prachanchai, c'est un gars de l'époque. Et on le voit bien, c'est hyper technique. Mais les nouvelles têtes montantes, on le voit bien qu'il y a beaucoup plus une base à l'européenne avec avoir une belle boxe. Plutôt que voilà d'avoir des techniques de coup de coude ou des techniques un petit peu flimeux de l'époque quoi. Hmm. Toi, tu... Mais ça se perd pas, hein, on le voit encore, hein, j'ai aucun souci avec ça. On voit bien Agarty, il est très technique. Bien sûr. Je veux dire, il a et là, on voit de plus en plus, mais ça, c'est avec une nouvelle génération et certains camps où ils commencent un petit peu durant le combat à changer de stance, c'est-à-dire à changer de switch, et là, ils arrivent à partir sur des choses qu'on voyait pas avant, et ça change le game aussi, quoi. Donc, bien évidemment, il y a encore des trucs, il y a encore des camps où on apprend du fimeux, mais c'est vrai que les gants, ils ont changé un peu la boxe et ils se le disent, à mon avis. Si tu as envie de gagner, tu lui envoies des gros parpaings avec tes petites gants de MMA et il y a bien qui va tomber, quoi. Donc voilà. Mais tu penses que ça va changer, ce style-là? Enfin, que justement, on va... Non, Non? non. Non, on peut pas compter que sur ça. On le voit très bien. On voit très bien. Là, il y a eu un combat, par exemple, de. Comment il s'appelle comment il s'appelle? Ah, ils ont combattu, là. L'événement dernier, c'était. Un Français ou un étranger? Ouais, Thaï? c'était un Thaï contre un Brésilien. Il sortait du MMA. Moi, j'ai tellement de combattants. C'est pas. Donc, du coup, en fait, c'était un combattant qui envoyait que des coups de poing. Il est très fort à ça. Et par contre, il est très fort parce qu'il envoie au corps à la tête, au corps à la tête. Il arrive très bien à switcher. Et au bout d'un moment, c'est passé, il est tombé. Et là, on s'est dit, bon, de toute façon, c'est fini. Et en fait, il a réussi à revenir, en fait, mais avec une défense à la Muay Thai et avec une attaque Muay Thai. Donc du coup, on voit bien que ça sert pas. C'est pas parce que tu es très fort en boxe que ça peut forcément t'aider à gagner des combats. Hmm. Donc non, ça va pas se perdre. Le Muay en lui-même, il va pas se perdre, je pense pas. Je Hmm. pense pas.
Ok. Il y a peut-être un dernier truc dont je voudrais qu'on parle, Olivier. Tout à l'heure, tu parlais du sommeil, tu disais que tu forçais ton sommeil pour être prêt, enfin, pour bien gérer la pression lors des combats. Oui. Euh, Comment est-ce que tu gères ton sommeil avec le décalage horaire quand tu bouges autant? Alors, par contre, là, les gens, il faut qu'ils sachent quand même, parce que, mais bon, moi, donc, je pars de France. Donc, du Ouais. coup, en fait, ce que je fais, c'est déjà, là-bas, je me couche généralement vers 2 heures du matin. Comme ça, en fait, 2 heures du matin pour moi, c'est comme s'il était 8 heures, 9 heures en France. Donc, en fait, ça évite que je marque le décalage. Attends, C'est-à-dire que quand il est 2 heures du matin en Thaïlande, il n'est pas 8 heures du matin en France. pardon, excuse-moi, 2 heures du matin en Thaïlande, il est 8 heures du soir, pardon. Ok, Il est ok, 8 ok. heures du soir en France. Donc c'est Ok. comme, moi, c'est normalement, à part mon travail, mais généralement vers 9 heures, je suis couché, quoi. Donc en fait, c'est comme si, au lieu de me forcer à me coucher tôt quand j'arrive en Thaïlande, tu vois ce que je veux dire? Essayer de m'adapter à l'heure thaïlandaise. Donc du coup, pendant ces 5 jours, je le fais pas. Par contre, pour moi, ce qui est très dur, c'est les combats qu'on fait le samedi matin. C'est-à-dire Ah que oui, c'est vrai qu'il y a ça. eh oui. Donc du coup, moi, quand j'arrive en Thaïlande, j'essaye de dormir au moins 12 à 15 heures entre le jeudi et le vendredi. Parce que le vendredi, moi, je fais mon événement à 7h30 le soir, c'est le One Lumpini. Je le finis à minuit. Le temps que je m'endorme, que j'arrive à mon hôtel, tout ça, c'est 2 heures du matin. Et je me lève le lendemain à 5 heures du matin. Pour arbitrer à 6 heures, 7 heures, quoi. Pour arbitrer à 6 heures le One Fight Night où c'est les plus gros combats. Et j'ai 3 heures de sommeil dans la gueule et tout ce que j'ai fait avant. Donc c'est très dur. Heureusement, encore une fois, les pompiers, nous, on intervient à 2, 3, 4, 5 heures du matin. Donc ça, c'est des entraînements de me réveiller et de pouvoir partir, en fait. Après, samedi après-midi, je suis explosé, quoi. Je rentre dans mon... Ah non, mais c'est incroyable. Je rentre dans mon hôtel, je prends 30 secondes à m'endormir, quoi. C'est fou. Et puis voilà, c'est un travail avec les yeux, le cerveau, toujours tout regarder. La boxe, ça va super vite. Mon cerveau, il travaille à 10 000 à l'heure à chaque combat, donc ouais, très fatigant aussi, quoi. Et t'optimises un peu ton sommeil, du coup, quand tu dors moins? Comment tu gères ça? Je sais pas. Ouais, mais moi après, voilà, je fais beaucoup de sport, donc du coup, en fait, je me fatigue, en fait. Je me fatigue pour pouvoir, en fait, avoir la facilité à dormir. Après, je suis quelqu'un qui dort partout. Dans l'avion, j'ai mon vol Bangkok-Paris, il fait 12 heures, mais je dois dormir 8 heures, quoi. Hmm. Pas de souci. Tu prends des compléments alimentaires pour le sommeil ou pas? Non, je le Non? fais pas parce que j'ai pas envie de tomber accro avec ça. Ouais. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Ok. Ah, mais ça, c'est vrai Chacun que ses c'est. petits trucs, boire un verre d'alcool, prendre des cachetons ou j'en sais rien. Mais là, si on commence à faire ça, après c'est fini, hein. Ça on va voir que ça marche et forcément quelque chose qui marche, et ben on a envie de continuer, quoi. Parce que, mais moi j'ai pas de problème à dormir. Je suis pas insomniaque, j'ai pas de problème à dormir, donc. Et puis de toute façon, je suis un hyperactif. Et pour moi, le sommeil, ça sert à rien. Donc il y a ça aussi, quoi. Ça, Non, mais si je ça. pouvais, honnêtement, si je pouvais pas dormir, je kifferais, quoi. Ça, serait. Non, mais Ça vraiment. serait. Nos vies seraient différentes. Ouais, mais bon, je me couche le soir, je me dis vivement demain que je puisse faire quelque chose, quoi. Ah, mais je comprends, ouais. Ah non, mais moi, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et bah, attends, du coup, le cinéma, pour finir la boucle, parce qu'on va commencer par parler de ça. Quand est-ce que t'as fait du Cinéma, moi, cinéma dans tout ça? j'ai fait des films pendant 6 ans quand j'étais à Bangkok parce que j'ai un ami à moi qui a travaillé sur un film Hong Bak. Hong Bak, je sais pas si ça dit quelque chose. Oui. Ouais, il est très connu. Et Bak, en fait, donc c'est un ami à moi qui s'appelle David Ismalol, je lui dis son nom, voilà, comme ça c'est fait. Et qui, lui, m'a aidé énormément, en fait. C'est grâce à lui que j'ai pu rentrer dans le monde du cinéma. J'ai commencé, bien évidemment, par faire de la figuration. J'ai fait après cascadeur, euh, acteur, doublure. J'ai fait casting directeur pour le Contender Muay Thai où j'ai dû aller dans tous les camps de la Thaïlande, choper les meilleurs combattants de la Thaïlande. Ça, c'était en 2006. Buakao, Senchai, Lam Songkram, Ole Larsson, Samkor. Incroyable. Mhm. Ça, c'est vraiment. Non, mais ça a été. Ça, c'était incroyable. J'ai fait assistant directeur pour un film avec Jean-Claude Van Damme. J'ai fait acteur pour un film français, c'était pas Pirates des Caraïbes, non, non, pardon. L'île, non, non, non. L'île aux pirates c'était avec Gérard Jugnot, Alice Taglioni.
une super expérience. J'ai fait un truc, c'était hyper classe. Une famille formidable. Ça, c'était en fait une série à l'époque. Et ils sont venus tourner en France. Et en fait, je suis resté avec eux pendant un mois. Et j'ai fait traducteur avec les équipes de production françaises et thaïlandaises. Donc j'ai suivi tout le tournage et ça, c'était incroyable, quoi. Donc voilà. Et encore une fois, sans formation, tout ça. Mais non. Les seules formations que j'ai fait dans ma vie, c'est pour pompier. Et ça, je pense que c'est des gestes de secourisme. Ça, c'est des choses. Et on n'éteint pas un feu avec. On a des camions, donc c'est voilà. Ça, c'est clairement des formations. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie n'ont pas de formation parce que j'ai détesté l'école et ça, je dirais pas à mes enfants. Je leur dirai plus tard. Mais l'école, ça sert à rien, quoi. Ah, c'est un beau message de Non, fin, ça sert mais... pas à rien, mais on voit bien, voilà, je suis là où j'en suis et j'ai pas Ouais. fait de formation, rien. Et c'est malheureux qu'on soit toujours bloqué par rapport à ça. Et là, je suis honnête avec toi, là, j'essaie de rentrer en France parce que maintenant j'ai plus de contrat avec le One. J'avais un contrat avec le One pendant 7 ans, là Mhm. j'en ai plus et j'essaie de rentrer en fait, faire pour que ma famille, mes amis me voient un petit peu arbitrer et faire des événements en France avec, je sais pas, l'ARES ou j'en sais rien, en tant Ouais. qu'arbitre de MMA. Mais après, chose qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, mais t'as pas de diplôme? J'ai dit, non, j'ai rien. Mais tu peux même pas avoir, je sais pas, c'est un papier, je sais pas, un certificat, hein. J'ai dit, non, j'ai rien du tout, quoi. Donc, malheureusement, on est Ah, en en France, ça France. bloque un peu plus, hein. Non, mais c'est quand même hallucinant que Ouais. même avec l'expérience que j'ai, je peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Donc, j'en ferai un faux et puis voilà. Mais bon, non, mais bon, voilà, je trouve ça un peu malheureux. Voilà, je pense que on devrait donner la chance aux gens, même sans formation, au moins leur donner la chance et voir comment ça se passe, au moins, quoi. Parce que voilà, les formations, c'est un bout de Mhm. papier à la sortie, quoi. Donc voilà. Bien sûr. Enfin, Et alors, qu'est-ce que tu dirais à tes enfants si pareil que toi, l'école, ça leur plaisait pas et ah ben que déjà, à 18 déjà, ans, ils voulaient arrêter? mais par contre, il faut bosser. Parce que moi, je suis un bosseur. Donc ça, et ils le voient. Ils le savent très bien. Et ils me le disent très bien. Il fait, putain, mais papa, tu fais que bosser. Mais c'est incroyable. Je dis, bah oui, mais je fais toutes ces choses-là pour vous parce que j'ai envie de vous aider. Si plus tard vous avez des projets et que je peux participer voilà, à vos projets que vous avez je sais pas, que ce soit au niveau professionnel ou de voyage, j'en sais rien. Donc voilà, je travaille énormément. C'est pour moi, mais c'est pour vous aussi. Et surtout, voilà, moi j'ai écouté personne en fait. J'ai écouté personne parce que, encore une fois, si j'avais écouté Père Paul ou Jacques, ben, j'aurais rien fait de ma vie tout simplement. Et j'ai bien fait de pas écouter personne et qu'à mon feeling et mon sixième sens et ça a bien marché. Donc je leur ai dit, si à quoi que ce soit je serai derrière vous, fonce. Et puis si ça marche pas, vous revenez, on repart et puis voilà. Il y en a qu'une vie, hein, de toute façon. Donc faut pas vivre avec des regrets ou finir sa vie et se dire, j'aurais dû faire ci ou ça. Moi, je suis content d'avoir fait tout ce que je voulais dans ma vie et j'ai quasiment tout réussi et je suis hyper content. Donc voilà, en fait, j'ai rien à leur dire, je veux juste leur montrer ce que je fais moi et ce qu'il en découle et que ça leur sert d'expérience voilà, d'aide pour eux pour faire ce qu'ils veulent faire dans leur vie, quoi. Mhm. C'est un très beau message de fin, hein. Just do it, comme dirait une célèbre Ouais, just marque. do it. Mais c'est ouais, c'est très bien, ça aussi, voilà. J'aurais dû dire ça en fait depuis le début, quoi. Non, mais c'est génial, Olivier. Bah écoute, merci beaucoup, hein. Comment est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui ont écouté cette conversation vers toi, tes réseaux? C'est-à-dire, dis-moi. Tu veux rediriger les personnes où? Sur quel réseau? Insta? N'importe, écoute, on peut faire ça un peu partout. Moi, ça fait toujours plaisir de pouvoir. Je prends pas assez de temps, voilà, de faire des vidéos perso, tu vois, de les mettre sur mon compte, mais je me sens pas de le faire parce que j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que ça me fait toujours plaisir, n'importe, honnêtement, YouTube, Instagram. Moi, je repartagerai. T'es sur Insta, toi, ou pas? Ouais. Et tu m'as jamais parlé sur Insta ou tu m'as jamais. Bah écoute, je me suis dit, ouais, par mail, c'était. Ouais, mais Faut que je ça. développe le Insta, faut que je développe le Insta, mais on peut pas tout, on peut pas être partout sur YouTube, sur Bien Insta. sûr, non, non, mais c'est très important, c'est très important. Je Après, sais. je pense qu'il faut, ouais, mais Insta, c'est quand même un réseau qui marche super bien. Ouais. Après, moi, je suis à fond là-dedans. Donc ouais, Insta, on peut faire ça sur Insta, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Ok. Merci. Bah écoute, c'est super cool.